Il a survécu à un atterrissage forcé dans l'eau tôt dans sa carrière en aviation. Il a travaillé à titre de pilote commercial pendant plus de 25 ans et depuis une quinzaine d'années, il forme les pilotes sur les procédures d'évacuation sous l'eau. Brian Webster sait vraiment comment se préparer et comment survivre à une situation d'urgence. Voici une sélection de ses procédures d'évacuation sous l'eau. Dans 99% des cas, les accidents surviennent au décollage ou à l'atterrissage. Ce n'est pas le temps d'essayer de trouver sa ceinture baudrier, qu'importe le type, et de la boucler. Vous devriez la porter, vous devriez en comprendre le fonctionnement. Et ne l'ôtez pas durant le vol. Nul doute qu'elle sauve des vies, mais portez-les. Ça va. Si votre ceinture baudrier ou harnais ne comporte qu'une seule sangle ajustable sur la poitrine, par contre, si vous possédez votre propre aéronef, je vous suggère d'investir dans un harnais de haute qualité à double bretelle. La raison est bien simple. Un harnais retient votre torse en position verticale dans un accident. Vous ne frapperez pas le tableau de bord. Le taux de survie est beaucoup plus élevé en cas d'accident. Un aéronef ralentit brusquement dans un accident sur l'eau. Le corps est alors soumis à une force de décélération d'environ 15 G, ce qui est tout à fait excessif pour le corps humain. Cet équipement est à bord d'un aéronef pour votre sécurité. Portez-le. Je connais plusieurs personnes qui ne le font pas. Faites-moi confiance, je suis la preuve vivante que c'est une très bonne habitude à prendre. Nous avons tous des ceintures de sécurité sous-abdominales à bord. Bon nombre achètent des bretelles qui s'ajoutent à la ceinture. C'est très bien, mais quand vous vous procurez ces bretelles qui se glissent sur la longueur de la ceinture, assurez-vous qu'elles vont se détacher facilement. Voici pourquoi nous en avons quelques modèles ici. Ce qui arrive, c'est que les gens essaient de se libérer de la ceinture, mais boum, la boucle est coincée. Vous avez ôté ce côté, mais vous n'arrivez pas à retirer les pattes parce qu'elles ont toutes la même taille. Les nouveaux modèles sont souvent plus larges. Ce modèle est étroit. Beaucoup des vieux modèles sont très larges, mais vous venez de payer 400 $ pour cette ceinture. Vous vous attendez à ce qu'elle fonctionne parfaitement. Chaque fois que vous la bouclez, vous espérez que ça deviendra plus facile, mais c'est jamais le cas. C'est clair que grâce à elle, vous avez survécu l'impact. Mais essayez de vous en défaire maintenant que vous êtes sous l'eau. Avez-vous déjà vu des gens à bord de vols commerciaux attacher leur ceinture de sécurité avec la boucle à l'envers? Sur la côte ouest, j'ai pu observer cette erreur quelques fois par semaine. Les gens s'assoient et bouclent leur ceinture n'importe comment. Lorsque vous vous retrouvez à l'envers, vous êtes suspendu dans votre siège, la gravité continue à agir, même sous l'eau. Sous l'effet de votre poids d'attache s'enfoncera dans votre abdomen et vous n'arriverez pas à la détacher. En piscine, nous avons observé ce scénario. Voici comment ça se passe. Vous êtes à l'envers, sous l'eau, dans le simulateur. Vous essayez d'abord de repérer l'attache de la ceinture. Vous vous affolez, puis vous agrippez n'importe quoi désespérément, puis c'est fini. C'est à ce moment que nous redressons le simulateur. Dans un véritable accident, vous ne vous en sortirez pas si la ceinture est bouclée à l'envers. Lorsque quelqu'un est en train de se noyer, le sauveteur tentera de couper la sangle. Tous les pilotes de brousse ont un Leatherman à leur ceinture et avec pour résultat de lacérer les bras ou l'abdomen. Cet outil, une coupe suspente, ne peut vous blesser. Installez-le avec du velcro sur la garniture intérieure. On tire vers le haut pour ouvrir, on pousse vers le bas pour verrouiller la porte. Fred Flintstone l'a construite il y a des années. On ouvre en tirant vers le haut, on les trouve dans les Cessna 180 et 185. Combien parmi vous possédez ce type de poignée de porte? Maintenant, tournez l'aéronef à l'envers et détachez votre ceinture de sécurité. Qu'allez-vous faire? Vous allez soulever la poignée. Elle va casser et vous allez vous retrouver emprisonné dans une boîte. La poignée en aluminium est attachée à un axe fileté en acier. Quelle est la position de protection à adopter sur un siège arrière d'un Beaver équipé seulement d'une ceinture de sécurité? Placez un gilet de sauvetage ou un coussin sur vos genoux, inclinez-vous en avant et tenez l'arrière de vos chevilles ou les pattes du siège. Les banquettes avant d'un Beaver sont habituellement dotées de ceintures diagonales simples ou de ceintures baudrier. Croisez vos bras, empoignez votre chemise, serrez les coudes et maintenez fermement le menton sur le sternum. Le harnais est maintenu en place avec vos bras. Il ne peut se déloger. Vous percutez la surface, votre corps continue à se déplacer vers l'avant, ça va faire mal. Les contrôles, eux, rien ne les retient. Jusqu'au tableau de bord, ils s'enfoncent. Mais attention aux pieds, personne ne pense jamais aux pieds. Mon copain, qui pilotait le Cessna 150, s'est cassé la cheville lors de l'écrasement. Et à l'impact, la roue du nez s'est tordue.
poussant les pédales de direction à grande vélocité vers le pilote. En guise de protection, retirez les pieds des pédales avant l'impact. Une ceinture baudrier vous maintiendra en place. Une ceinture diagonale offre une protection adéquate, mais peut entraîner des blessures dorsales en raison de la torsion qui s'exerce sur la hanche. Et quand vous effectuez un atterrissage forcé sur l'eau, essayez d'atterrir normalement. Ne coupez pas le mètre interrupteur trop tôt si vous avez des volets électriques. Vous voudrez attendre au dernier moment. À retenir, ôtez ses pieds des pédales de direction. Entre nous, à quelle fréquence devez-vous faire inspecter vos gilets? Jamais. Pourquoi? Parce que vous êtes réglementé par la loi maritime du Canada. Ce n'est pas un hydravion jusqu'à ce que vous quittiez la surface de l'eau. C'est une embarcation et la réglementation maritime exige que vous ayez cet équipement à bord et insiste que des gilets de sauvetage endommagés soient remplacés, mais nulle part il est indiqué qu'ils doivent être inspectés. Alors, si vous avez ce type d'équipement à bord de votre hydravion, faites-le inspecter tous les 5 ans. À l'occasion, des participants à ces sessions emportent leur propre gilet de sauvetage gonflable. Une fois, je vérifie la date, 1984. Je lui suggère de l'endosser et de l'essayer pour voir. Il ne fonctionne jamais. Ça vaut donc le coup de le faire réviser périodiquement. Combien parmi vous possédez un gilet de sauvetage gonflable? Parfait, il fonctionne bien. Quand vous l'achetez, vous vous êtes assuré de choisir le modèle à gonflage manuel, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui pourrait se produire si vous aviez choisi le modèle à gonflage automatique, activé au contact de l'eau? Si ça devenait soudainement trop humide dans l'habitacle, vous pourriez mourir. Et quiconque revêtant ce modèle de gilet ou une veste d'immersion ou tout autre dispositif de flottaison se retrouvera épinglé au plafond. Chaque fois que vous faites un effort sous l'eau, vous brûlez 5 secondes d'air. Nous avons travaillé en piscine avec des poids et toutes sortes d'équipements. 5 secondes d'air. Si vous êtes capable de retenir votre souffle pendant 30 secondes, vous arriverez à faire 6 enjambées avec difficulté, après quoi vous êtes fini. Si vous devez faire un effort supplémentaire pour contrer l'effet de flottabilité, pour descendre davantage, pour atteindre le seuil de la porte, vous n'arriverez pas à sortir. Et si vous êtes assis à côté d'une porte, vos chances de succès s'élèvent à 50 %. Assis sur la banquette arrière, je ne crois pas que vous pourrez sortir. Alors, que feriez-vous dans cette situation? Voici votre radeau de survie. Il est à l'arrière de l'avion. L'avion vient d'effectuer un amérissage forcé dans l'eau. Qu'est-ce que vous faites? Je le jetterai par la porte, puis sauterai dans l'eau. Ensuite, je tirerai sur la corde. Ah, ça souffle à 30 nœuds. Vous venez tout juste de jeter votre radeau de survie par la porte. Oh non! Oui, mais mieux que ça. Non, vous le tenez par ici, puis le jetez par-dessus bord. Passez votre main dans la boucle de l'amarre pour empêcher qu'il soit entraîné par le vent. Elle retient le radeau. S'il se gonflait par vent fort, Vous ne pouvez pas sortir. il pourrait s'envoler comme un cerf-volant. Il ne pèse que 20 livres et il s'échappera si vous lui en donnez la chance. Autre aspect, imaginez que vous êtes dans l'eau à distance de votre bateau ou aéronef à la dérive. Un Hercule de recherche de sauvetage vient de vous larguer un radeau de service. Alors vous avez réussi à l'atteindre à la nage, vous avez besoin de reprendre votre souffle, vous glissez votre main dans la boucle de la ligne d'attrape puis tirez. Alors vous me suivez? Qu'arriverait-il si le radeau était orienté de cette façon avant de le gonfler? Alors on n'en a aucune idée. Tiens, cette bouteille, as-tu? Frappe-la sur la tête. Rien ne la protège des chocs à l'intérieur du radeau. Elle est simplement glissée dans une pochette en nylon. Que vous tirez sur cette pafte, le gonflement s'effectue de manière à éloigner cette bouteille de votre position dans l'eau. Par contre, si le conteneur est orienté dans la mauvaise direction, vous risquez d'être dans la trajectoire de la bouteille. Ici, ça ferait boum, 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 et puis vlan par-dessus vous. Une fois gonflé, vous entendrez un sifflement d'air s'échappant. Si ça prend 100 livres pour gonfler ce radeau, on lui en fournira 120. Il a une valve de sécurité pour réduire le volume excédentaire. C'est la soupape de suppression en action. Prenez garde, à la dernière étape du gonflage, le radeau va bondir dans les airs puis frappera durement la surface. Ne soyez pas sur sa trajectoire. Est-ce que les émetteurs ELT émettent sous l'eau? Vont-ils fonctionner si l'aéronef est à l'envers dans un marais ou si l'antenne est enfouie? Prenez l'habitude de montrer à votre passager l'emplacement de l'ELT à bord. Comment le retirer de l'aéronef et expliquez-lui comment ça fonctionne. Celui-ci est un vieux modèle. En avez-vous déjà vu un? Ils sont à bord de vos avions. Il est doté d'un interrupteur à 3 positions, sous tension, hors tension et déclenchement automatique. En mode à déclenchement automatique, l'émetteur est activé par un impact, par exemple, si l'avion est frappé,
Si on l'échappe ou s'il atterrit durement, il émet un signal de détresse par l'entremise d'une antenne. Ce signal est reçu par un satellite puis relayé au service de recherche. Si l'aéronef est à l'envers, l'antenne sera probablement enfouie et l'émetteur ne pourra pas transmettre. Il fonctionnera en eau peu profonde quand l'antenne est pointée vers le haut, mais on m'a dit qu'il ne fonctionnera pas dans une eau salée. Montrez à vos passagers où se trouve cet équipement à bord. C'est important car des membres de votre famille vous accompagnent fréquemment et ils pourraient effectivement vous sauver la vie en déclenchant l'ELT. Question, vous pilotez un Cessna 172, fermez-vous à clé la porte du compartiment à l'arrière? Non, Ah, vous avez raison, et pourquoi pas? vous ne pouvez pas sortir. Vous ne pouvez ouvrir la porte du compartiment de bagages de l'intérieur, mais vous pouvez l'ouvrir de l'extérieur. Vous êtes dans un Cessna, vous fermez et barrez les portes en tournant les poignées vers le bas, vous êtes verrouillé dans la cabine et personne ne peut ouvrir ces portes de l'extérieur. Lorsque vous abaissez ces poignées, les portes sont solidement verrouillées. Vous êtes dans un aéronef sur roue ou sur flotteur et vous vous retrouvez à l'envers dans l'eau. Comment va-t-on entrer dans l'avion pour vous aider si toutes les issues sont verrouillées? Si vous laissez la porte du compartiment à bagages déverrouillée, les sauveteurs pourront entrer. Pendant quelques années, on avait posé un verrou de porte pour ouvrir cette porte de l'intérieur de l'habitacle, mais il n'y en a pas, seulement à l'extérieur.